Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale. Crise énergétique, pénurie d'électricité, blackout ou alors cuisiner avec un couvercle, se laver les dents à l'eau froide et éteindre la machine à café. Que risque-t-on cet hiver? Quelles conséquences pour les privés et les entreprises? Comment est fixé le prix de l'électricité? Quelles sont les solutions proposées par le canton et les communes? Et comment agir au quotidien pour éviter la pénurie tant redoutée? Des questions qui font débat tant au Café du Commerce que du côté du Parlement. On en parle avec nos invités. François Vie, bonjour. Vous êtes directeur au sein de la Direction générale de l'énergie Vaud. Selon vous, les mesures incitatives ne sont pas suffisantes. Il faut des mesures coercitives. Pierre-André Romanence, bonjour. Vous êtes député PLR au Grand Conseil pour le canton de Vaud. Vous êtes également ancien syndic de COPEP. Bienvenue sur ce plateau. Pour vous, vous reprochez au système politique une vision trop macro et d'avoir délaissé la production locale. Pierre Vallenne, bonjour. Vous êtes municipal, vous êtes vert à l'exécutif de la ville de Nyon. Vous êtes également député au Grand Conseil. Bienvenue sur ce plateau. Vous représentez donc le territoire et l'enjeu pour les communes, à savoir agir au plus vite et efficacement pour réduire la consommation d'énergie. Dieter Geseger, bonjour. Vous êtes le directeur de la SEIC, la Société électrique intercommunale de la Côte, qui offre aux particuliers, entreprises et aux collectivités des services, notamment en matière d'énergie. Vous craignez une crise financière comme en 2008. Voilà pour le tableau et les présentations. Merci beaucoup, messieurs. J'aimerais rappeler ici les règles, à savoir qu'on parle à un public, monsieur et madame tout le monde, qui se pose une question tout simplement, qui redécouvre finalement le mot énergie. Des questions qu'on va aborder avec vous dans ce tableau. François Vuille, à propos de cet hiver, justement, est-ce qu'on peut craindre justement un blackout, oui ou non? Un blackout, j'espère que non. Une pénurie, probablement. Oui. Quelle est la différence? Expliquez-nous. Un blackout est une rupture du système électrique non prévue, liée à un événement non prévisible. Une pénurie est beaucoup plus prévisible et liée simplement à une différence entre la demande et la capacité de production à un moment donné. Ouais, mais une pénurie, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce qu'on risque? Est-ce que c'est des coupures de courant, un rationnement d'électricité? Qu'est-ce que ça implique? Alors c'est très organisé, ça va en phase. C'est d'abord une demande à réduire la consommation de manière volontaire. C'est la phase dans laquelle nous sommes déjà entrés. Si ça ne suffisait pas, une deuxième phase viendrait se greffer avec des interdictions d'usage, puis du contingentement. Et au final, si tout ça ne suffit pas, l'ultima ratio, c'est vraiment la coupure d'électricité, ce qu'on appelle le délestage par quartier, qui est ce qu'on veut absolument tenter d'éviter. Oui, alors Pierre Vallenne, vous êtes municipal au sein de la ville de Nyon. Vous êtes finalement au front, au contact avec la population. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui, oui ou non, une inquiétude de la part des citoyens? C'est probable parce qu'on en parle évidemment chaque jour, il y a un article dans la presse. Et l'objectif des municipalités, du politique, c'est d'apporter des solutions concrètes à ces problèmes et d'agir plutôt que de subir. Et alors, on a toute une série de mesures que je pourrais peut-être développer tout à l'heure pour, dans cette première phase dont on vient de parler, qui est d'économie volontaire et qui permet, autant que faire se peut, éloigner le risque de pénurie. Oui, tout à fait. On va parler des solutions en fin de partie d'émission, mais j'aimerais savoir, vous dites c'est probable. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, en tout cas, ont conscience aujourd'hui de l'enjeu? L'électricité est une chose abstraite parce que c'est facile de tourner un interrupteur et on n'a plus tellement la notion de ce qu'il faut derrière pour alimenter cet interrupteur. Et là, effectivement, on se rend compte que pour faire de l'électricité, il faut des forces motrices, il faut des énergies et que ça ne coule pas de source d'avoir de l'électricité au bout de son interrupteur. Dieter Geseger, peut-être une chose un peu moins abstraite pour les patrons d'entreprise qui, eux, se font du souci. Quels sont justement les retours que vous avez de ces patrons d'entreprise et du monde industriel? Le monde industriel se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on est sollicité pour des rendez-vous avec eux. Comment faire que, comme François Vuille l'a mentionné, on devrait rentrer dans la phase de contingentement, parce que dans cette phase-là, on leur fixerait à des pourcentages différents, selon le secteur de l'industrie, de diminuer leur consommation. Évidemment, ces patrons posent la question, mais comment je vais économiser 20%, comment je vais économiser 10%, qu'est-ce que je dois faire, comment vous pouvez nous aider? Et effectivement, aujourd'hui, on propose des solutions, des analyses déjà de préparer cette phase-là et d'imaginer avec eux
comment il pourrait arriver à satisfaire ces contingentements qui seront fixés par le Conseil fédéral. Ouais, le curseur, c'est finalement de savoir où est-ce qu'on le place. Est-ce qu'on le place du côté de l'écologie ou de l'économie? Forcément, il y a une conséquence. Si on coupe le courant, peut-être que justement, ces patrons d'entreprises pourront moins produire pour leur économie. Ça, on y reviendra d'ici quelques instants, Pierre-André Romanens. Alors, on l'a dit, c'est un sentiment partagé aussi, notamment par la classe politique. Mais comment vous expliquez qu'on en soit arrivé là, à cette crise énergétique, comme on l'appelle? Alors, le problème de la crise énergétique, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie au niveau européen, parce qu'on est interconnecté avec tous les autres pays qui nous entourent. La crise, elle provient de l'ensemble de ce système. C'est assez compréhensible. Si on est en autarcie complète en Suisse, on ne pourra pas tenir avec notre propre énergie, en tout cas pas à la saison d'hiver. La saison d'été, on peut toujours discuter de comment on pourrait faire les choses, mais pas en hiver. Maintenant, cette interconnexion et ces grandes lignes qui traversent notre continent européen, voilà, il y a des productions à quelque part qu'on diminue parce qu'on veut enlever les centrales nucléaires, ce qui est bien, c'est un choix du peuple et je le respecte complètement. Et puis voilà, c'est comme ça. On veut aussi moins de production que des éoliennes dans certains endroits d'Europe, en particulier en Suisse. On veut moins de ceci, moins de cela. Donc on produit moins d'énergie et puis on essaie de trouver des solutions avec du charbon, du pétrole, du gaz. Et puis on voit que le gaz, ça devient un petit problème quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir alimenter ces lignes qui traversent le continent européen? Et puis la Suisse est au milieu. Ouais, j'imagine que ça fait réagir de l'autre côté de la table. Pierre Valenne, quand vous entendez ça? La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a dérégulé le marché de l'électricité. Et qu'effectivement, dans ce marché européen, et aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas forcément un manque absolu d'énergie pour une part, mais il y a une grande part de spéculation dans ce qui se passe aujourd'hui. L'énergie qu'on produit aujourd'hui en Suisse coûte le même prix qu'elle coûtait il y a quelques années. Et il faut aussi rappeler depuis 2008, il y a une baisse significative du prix de l'électricité qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve un prix de 2008. Mais cette dérégulation du marché, elle est, je pense, une des sources du problème. Et je ne crois pas... La Suisse produit l'ensemble de l'électricité dont elle a besoin. Il y a simplement un déphasage à certains moments entre de l'électricité qui est produite, qui est vendue, et l'électricité à certains moments qu'il faut acheter. Et on entre dans ce marché européen complètement dérégulé. Et je pense que c'est une des questions qui nous conduit dans cette situation. Ouais, alors... Dieter Giesiger, vous avez réagi notamment sur la question des prix, j'imagine, on va y revenir d'ici quelques instants. Mais François Vuy, quand on parle de crise énergétique, déjà, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'énergie, d'électricité, de gaz? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, la crise énergétique aujourd'hui touche tous les vecteurs énergétiques. Alors évidemment, ça commence par l'électricité. On savait qu'on était dans une situation difficile déjà en fin d'année passée, donc c'était annoncé. À ceci est venue se greffer la crise du gaz russe. Et qui, évidemment, 20% de l'électricité en Europe est produite à partir du gaz. Donc on voit déjà les interconnexions avec des corrélations de prix du marché aussi, des indexations. Et puis, évidemment, par effet de bord, on se retrouve aujourd'hui avec une problématique sur les prix de l'essence aussi. Pour tous ceux qui se chauffent aux pellets, on a vu qu'aussi on a des pénuries de bois en Suisse. Donc, en fait, on est dans un système très interconnecté, très rapidement. La crise, elle touche tous les vecteurs, malheureusement. C'est-à-dire que la Suisse n'est pas assez indépendante. Dieter Giesiger, justement, quel regard vous portez là-dessus? Elle vient d'où, cette énergie, l'énergie que notamment vous avez à la SEIC? Alors, cette énergie, aujourd'hui, effectivement, dans un marché interconnecté, au bout du compte, on achète cette énergie aux grands acteurs suisses, qui finalement, le Conseil fédéral a soutenu hier encore avec un crédit. Et puis, la situation, depuis l'hiver 2013, la Suisse ne produit plus suffisamment d'énergie pour couvrir la consommation pendant les 6 mois d'hiver. Maintenant, c'est clair, en été, on produit trop. Maintenant, le bilan global, on est aujourd'hui plus ou moins équilibré, ce que M. Vallen mentionne. Maintenant, cette énergie de l'été, on n'arrive plus à le stocker parce que nos barrages débordent déjà maintenant en automne. Puis, finalement, les batteries ne sont pas encore suffisamment développées. Ça, c'est un vecteur. Aujourd'hui, ça coûte encore cher. Ça veut dire qu'il y a un paradoxe, finalement. On manque d'énergie, mais finalement, on n'arrive pas non plus à la stocker. Et on est embêté, Pierre-André Romanens. Alors, complètement. Ça, c'est mon sujet. Là, j'adore ce sujet-là. Et puis, M. Vuy peut confirmer aussi. Je confirme. Et puis, Pierre Vallen aussi. Voilà, je me suis battu l'autre jour au Grand Conseil pour chez moi déposer une motion à la faire passer par rapport à cette problématique. Comment réussir cet enjeu de stockage de l'énergie? Les propos de Dieter Giesiger sont intéressants.
On produit assez à des moments, pas assez à d'autres, mais c'est l'hiver, notre gros problème sera l'hiver. On le voit très bien, hein. Ben voilà, sur nos latitudes, c'est l'hiver, mais pas que seulement en Suisse, dans tous les pays européens de nouveau. Donc on aura le même problème qui va se poser aussi en Allemagne. À chaque hiver, l'hiver revient à chaque fois. L'hiver revient à chaque fois, et c'est le même problème. Donc comment stocker? Alors il y a des solutions qui commencent à émerger. Les batteries, c'en est quelques-unes, les batteries à sodium, à sel, hein, pour commencer à trouver des solutions. Alors on arrive déjà dans les solutions, on va garder pour la fin. Là, d'accord, justement, c'est intéressant pour savoir de comment justement et d'où est-ce qu'elle vient cette énergie. Peut-être prenons le cas concret de chez nous. Vous êtes également ancien syndic de Copet. Elle venait d'où cette énergie? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Par exemple, Pierre Valane, je vais également vous poser la question, puisque on sait que Nyon achète 95% de son énergie. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est un problème, ça, encore une fois. Alors, effectivement, un des problèmes, c'est qu'on était très lent dans la transition énergétique et qu'on doit absolument arriver à produire plus d'énergie locale renouvelable. Et on a d'ailleurs toute une série de dispositions que l'on a prises et que l'on va prendre encore pour accélérer cette transition, pour qu'on arrive à produire plus localement. Mais ça reste, aujourd'hui à Nyon, c'est environ 5% d'électricité qui est produite localement. Oui, ça, j'imagine que ça renvoie également la question au canton. François Vie, vous êtes à la tête de la direction d'énergie qui est chargée d'assurer la mise en œuvre de la politique énergétique vautoise et de garantir la sécurité de l'approvisionnement, un mot qui est difficile à dire justement. Quand on voit que les villes n'ont pas à disposition justement cette énergie, comment du coup intervient le canton et comment vous garantissez cet approvisionnement? Alors c'est extrêmement difficile de garantir un approvisionnement vu qu'au niveau de la Suisse, 85% de notre approvisionnement est importé. Aujourd'hui, on voit la crise énergétique à laquelle on fait face et on importe du non renouvelable. C'est essentiellement les produits pétroliers et de l'uranium et bien sûr du gaz. D'ailleurs, on fait partie très largement des discussions aujourd'hui comme énergie de transition. Donc quand on importe 80%, plus de 80% de notre demande, c'est extrêmement difficile de prendre des mesures localement. Évidemment qu'on doit aussi vite que possible pouvoir développer, avoir recours aux énergies renouvelables disponibles localement. Ça, c'est une mesure, tout le monde la connaît. Mais c'est lent, parce que quand on importe, tout ce qu'on importe, l'impact de l'industrie qui est derrière de production, on ne voit pas les impacts. Donc c'est très facile d'importer. Ouais, mais là, vous êtes carrément au pied du mur, hein, on le voit, c'est mission impossible. Donc quand vous devez garantir l'approvisionnement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand aujourd'hui vous voulez placer une éolienne, les premières éoliennes qui vont voir le jour dans le canton, c'est un projet qui date d'il y a 24 ans. Donc si ça prend 20 ans pour placer une éolienne, vous imaginez que la dynamique n'est pas suffisante. On veut la consommation, on ne veut pas baisser notre consommation, on ne veut pas baisser notre niveau de vie. On est assez réticent à faire de l'efficacité énergétique. On sait qu'on devrait massivement assainir notre parc de bâtiments et on pourrait réduire notre facture énergétique d'un facteur 2 entre guillemets facilement, les techniques elles sont là, mais c'est très lent. Et puis d'un autre côté, tout le développement des énergies renouvelables, on ne les veut pas non plus, en tout cas pas chez nous, on ne veut pas d'éoliennes. On tolère les panneaux solaires, mais encore, c'est pas partout. On ne veut pas forcément d'hydraulique, on ne veut pas de nouveaux barrages, on ne veut pas de nouvelles installations hydrauliques, on ne veut pas de stations de biogaz. Donc au final, on est d'accord de consommer, mais on n'est pas d'accord de produire. Ouais, bon, les solutions sont un peu compromises, mais on va y arriver, promis. Je sais que vous avez envie d'y arriver, mais vous avez cité notamment le prix. Dieter Geiziger, la semaine dernière, des hausses importantes du prix de l'électricité ont été annoncées par les différents fournisseurs. De quoi est composé le prix de l'électricité ? Le prix de l'électricité est composé de 3 composants principalement. Il y en a le premier, c'est le transport, ce qu'on appelle les frais d'acheminement. On va justement voir un graphique derrière vous, justement, de quoi est composé le prix d'électricité. Allez-y, je vous en prie. Voilà, les frais d'acheminement, que eux, grosso modo, ont augmenté que relativement peu, de 4 à 15%. C'est pas là qu'il y en a eu la grande augmentation. Après, il y a la partie énergie. La partie énergie qui est vraiment l'électron qui fait fonctionner les appareils. Et celle-là qui en a connu une grande augmentation. Là, on est à 37-140% sur cette partie-là, selon les distributeurs. Parce que c'est un marché. Le réseau n'est pas un marché. Le réseau est un monopole régulé. Donc oui, on maîtrise les frais d'acheminement, c'est régulé. L'énergie est malgré tout aussi régulée. Oui, le coût du réseau devient chaque fois plus cher. Oui, parce que le réseau est de plus en plus complexe. Mais on maîtrise complètement les coûts du réseau. Le réseau est intégralement en Suisse. Il est régulé, donc on maîtrise complètement les coûts du réseau. Mais est-ce qu'on peut parler de régulation quand on voit que finalement les prix sont complètement... qu'il y a une disparité finalement aussi entre les communes, entre nos régions, entre nos zones. Pierre Valane, comment on explique cette disparité ? J'imagine, si on parle du réseau toujours.
Le réseau, il est dépendant de la densité des villes, enfin toute une série de facteurs qui influencent les coûts du réseau et qui ne sont donc pas strictement comparables. Je vois le tableau entre la ville de Lausanne et Aubonne. On n'est pas du tout dans le même genre de configuration et on peut bien imaginer que c'est une répercussion sur le coût d'entretien et développement du réseau. Dieter Giesiger, je vois que vous vous mordez la langue, je suis obligée de vous donner la parole. Non, c'est clair, les frais d'acheminement dépendent de la structure du réseau, de la façon comment c'est réparti. Mais on voit que finalement, même dans des villes, ça peut être plus cher parce que finalement, ouvrir un trottoir ou une rue très fréquentée, pas toujours aisé. Finalement, ça dépend, tout un historique aussi de l'âge du réseau, qu'est-ce qui est neuf, qu'est-ce qui n'est pas neuf. C'est tout un calcul, c'est régulé. Est-ce qu'il y a un bon prix pour l'électricité? Question ouverte à tout le monde. Quel serait votre prix, François Vuille? Il faut que le prix reflète les coûts de production aujourd'hui. Mais quand on est dans un marché libre, évidemment, le prix reflète la disponibilité. Donc, moins c'est disponible, plus le prix sera élevé. Donc, on est dans un système extrêmement spéculatif. Donc, le fait d'être d'accord d'avoir un marché libre, vous n'avez plus de plafond au prix. On a aujourd'hui des prix de plus d'1 franc le kilowattheure, alors que les coûts de production se situent entre 4 et 10 centimes. Mais en même temps, si on est plus cher, on pourrait imaginer que les gens consomment moins. Juste, voilà, peut-être que la Suisse, on peut la critiquer par rapport à son système, et puis cette régulation qu'on voudrait encore plus étatiser, encore beaucoup avec un chapeau de l'État très fort dessus, c'est possible. Il y a des pays qui le font, il y a des pays qui sont exactement sous ce modèle-là. Le prix fait quoi? Il augmente encore plus qu'en Suisse. Alors je ne sais pas s'il y a un modèle extraordinaire pour réguler ce prix et puis avoir le prix de la production, et puis le consommateur finalement paye ce prix-là avec son réseau qui est de distribution. C'est complexe. Il n'y a pas de système de nouveau parfait, facile à mettre en place. Et puis surtout, on ne peut pas réguler tant qu'on est dépendant des importations. Mais bien sûr, on importe. Mais ça veut dire quoi? Que pour l'avenir, on doit s'attendre à des hausses petit à petit, comme pour les assurances maladie? Alors aujourd'hui, les tarifs pour le client final pour l'année prochaine, ils reflètent en partie du prix du marché d'aujourd'hui, mais beaucoup des entreprises ont acheté leur énergie déjà il y a 2 ans, donc on n'a pas une répercussion totale sur les prix. Si les prix venaient à rester élevés encore pendant 2 ans, ils seraient répercutés intégralement sur le client final. Oui, Dieter Giesiger, vous, comment vous analysez cette situation? Est-ce qu'il faudrait une régulation, justement, ou pas? Moi, je ne suis pas absolument persuadé qu'il faut une régulation. Aujourd'hui, c'est effectivement les effets du marché qui font que ce prix a augmenté. Ça, c'est vrai, ça, on ne peut pas nier. De l'autre côté, on a quand même connu une décennie derrière nous, de 2010 à 2020, qui était une décennie des prix très, très bas. Et là, les producteurs, ils se sont mordus la langue parce que, sur le fond, ils ne se sont pas sortis. Et il y en avait pas mal d'ouvrages qui étaient à vendre, que les gens essayaient de s'en séparer. Maintenant, il faut quand même le nommer, la guerre de l'Ukraine fait qu'aujourd'hui, 2 grands producteurs en Europe ont des grands problèmes de produire de l'électricité qu'ils ont fournie en partie à la Suisse. C'est finalement l'Allemagne avec ses ouvrages qui sont basés sur le fossile, soit du charbon, soit du gaz, et finalement la France avec le nucléaire. Et maintenant, ce qu'il faut aussi imaginer, dans des marchés, il y en a toujours des hauts et des bas. On ne peut pas toujours dire, mais les prix ont augmenté, maintenant c'est exponentiel, ça va toujours grimper. Il y en a, avec ces prix-là, moi en tout cas, les discussions que j'ai avec les patrons, ils me disent tous, avec ces prix, on ne va pas tenir très longtemps. Moi, je rappelle quand même que la crise de 2008, elle n'était pas seulement une crise financière, elle était aussi une crise d'énergie, parce que les prix étaient tellement élevés beaucoup de parties de l'économie n'ont pas pu fonctionner. Moi, j'ai beaucoup de craintes pour le début de l'année prochaine que finalement, il y en a des patrons qui ont des grandes difficultés à faire fonctionner leur entreprise avec des prix pareils. Vous l'avez cité justement tout à l'heure, la Confédération a débloqué un crédit cadre de 4 milliards en cas de besoin pour le groupe électrique Axpo. Et objectif, éviter donc la mise en péril de l'approvisionnement énergétique en Suisse. Too big to fail, justement, c'est le cas de le résumer. Mais Dieter Giesiger, est-ce que vous seriez amené peut-être à demander de l'aide au canton? Est-ce que vous en avez envie? Moi, je ne l'espère pas qu'on arrive dans cette situation-là. On se prépare, entre guillemets, aussi avec les banques, les prêteurs d'argent qu'on connaît habituellement, de faire face éventuellement à des problèmes de liquidité, parce qu'en Suisse, on a aussi le système que l'énergie est payée après la consommation et pas avant la consommation, ce qui peut nous créer quelques problèmes de contentieux.
Mais finalement, ce que vous faites plutôt allusion de l'Axpo qui a reçu, entre guillemets, cette couverture, c'est une importance pour la Suisse, pas nécessairement pour la SEIC. SEIC, effectivement, on est aussi client d'Axpo, mais ce n'est pas uniquement pour nous, parce que si jamais Axpo ne fonctionne plus comme acteur sur le marché capable d'acheter et de vendre de l'énergie, et devrait fermer ses portefeuilles, la Suisse sera tout simplement coupée du marché international et cette situation sera catastrophique. Ouais. Qui fera du coup office de banque? Qui doit payer, Pierre-André Romanens? Vous disiez que peut-être le macro, c'est à la Confédération et le micro, c'est au canton. Alors, c'est un peu mes propos. C'est clair que dès que ça nous dépasse au niveau Axpo, on parle d'Axpo, vous avez parlé d'Axpo, c'est clair que les cantons ne sont pas tellement impliqués dans Axpo, très peu en tout cas. Et la Confédération, c'est son rôle. Dès qu'il y a quelque chose d'important où on doit payer l'électricité venant de l'extérieur, la Confédération doit être là. Après, quand on vient plus local, dans le canton, puis on a des problèmes régionaux, type par exemple la SEIC, peut-être que le canton-là devrait trouver des solutions aussi pour être un partenaire de ces sociétés. Parce que si on n'a pas de solutions avec ces sociétés qui peuvent aussi acquérir du courant et puis le distribuer, je pense qu'alors on sera autour de la table là, avec des problèmes vraiment très très sérieux, puis on n'aura plus de projecteurs pour nous éclairer. Ouais, donc, François Vuille, en l'occurrence c'est du LED, donc ça devrait fonctionner. François Vuille, est-ce que... Bon, le LED sans électricité, ça ne marche pas non plus. Exactement, ça reste de l'énergie quand même. Mais pour revenir à la question, devenir partenaire justement des entreprises, est-ce que ça c'est le rôle du canton? Bon, il faut voir que le risque principal pour les sociétés, pour les distributeurs d'électricité locaux qui achètent une bonne partie de leur énergie sur le marché, le risque, c'est un risque de contrepartie. C'est que votre fournisseur à qui vous avez acheté l'énergie il y a une année ou 2 ans et qui est censé vous livrer, si tout d'un coup il venait à ne pas être capable de livrer suite à une panne de centrale, enfin la situation d'EDF en France qui a 32 centrales à l'arrêt, eh ben, ces sociétés locales qui se doivent de livrer le client final, si elles ne sont pas livrées, elles devront acheter sur le marché. Et sur le marché, les prix sont exorbitants. Et c'est là que c'est ça la genèse de cette problématique de liquidité. C'est de couvrir le risque de devoir couvrir un défaut d'approvisionnement. Et on en vient à la conséquence de la Suisse, puisque finalement, on est dépendant de ces pays-là également. On va arriver sur les solutions. Le renouvelable et l'autoproduction. Fin août, le Conseil fédéral lance la campagne d'économie d'énergie. Vous connaissez le slogan « L'énergie est limitée, ne la gaspillons pas ». Que pensez-vous, Pierre Vallenne, de ces mesures données par la Confédération? À Nyon, nous avons mis en place une task force, c'est un peu à la mode, qui réfléchit, enfin à la mode parce que tout le monde fait les mêmes démarches en ce moment. Notre objectif pour les bâtiments communaux et les consommations de la ville... Mais avant d'y arriver, j'aimerais connaître votre avis, Pierre Vallenne, sur les initiatives mises en place par la Confédération. Je sais que ça vous embête, mais justement, on rigole tous à ces initiatives. Vous en pensez quoi ? D'abord qu'elles sont parfois un peu contradictoires, parce qu'on nous dit que ça ne sert à rien d'économiser l'électricité aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas conserver l'électricité, ce qui est parfaitement faux. Et nous, on essaye de travailler sur des économies qui ont un réel impact. Et alors, c'est bien, mais je crois que tout le monde le sait, qu'on éteint la lumière en sortant d'une pièce et que l'on couvre sa casserole quand on veut faire bouillir de l'eau. C'est très bien, mais ça ne sera pas suffisant. Est-ce que c'est finalement des excuses que vous nous donnez, vous, politiques, pour finalement cacher un manque d'audace de ne pas avoir mis finalement des mesures plus strictes? Alors, je ne sais pas si c'est à la Confédération de le faire, mais moi je crois beaucoup que le rôle des collectivités communales, peut-être cantonales, et compte tenu des spécificités locales, a un rôle à jouer dans ces propositions d'économie, d'encouragement de la population et pour soi-même, et que c'est la bonne échelle pour pouvoir les réaliser et pour pouvoir les diffuser auprès du public. Donc moi je crois beaucoup à l'action des villes, des villages de ce pays pour réaliser des économies. François Vuille, pourquoi ce manque d'audace ? Et il faut différencier la crise de cet hiver contre laquelle la seule solution c'est de baisser notre consommation. On n'aura absolument pas le temps d'ici à cet hiver de rénover notre parc bâtiment ou d'installer des éoliennes. Évidemment, ce qu'on n'a pas pu faire en 20 ans, on ne va pas être capable de faire en 3 mois. Donc la seule solution pour passer la crise de l'hiver, c'est de demander aux gens, aux entreprises, aux collectivités de consommer moins. Et tous ces petits éco-gestes que vous avez cités, ils sont très bien, mais on ne va pas aller très loin avec ça. Où il faut les secteurs de consommation, c'est le chauffage des bâtiments, y inclut de l'eau chaude, donc c'est moins chauffé,
simplement, et moins consommer d'eau chaude, c'est le transport et c'est l'industrie. Évidemment, l'industrie, c'est plus compliqué parce que c'est souvent leur appareil de production qui est mis en cause. On y arrive, Pierre Vallenne, justement, des mesures à moyen terme. Pour Nyon, c'est lesquelles? Alors d'abord, c'est des mesures à court terme. Monsieur Ville le rappelait, c'est des choses qu'on peut faire tout de suite. Et on a sur la table une quarantaine de mesures d'économie potentielles qui doivent être encore chiffrées. La municipalité va choisir dans ces 40 mesures celles qu'elles vont mettre en œuvre et qui concernent la consommation propre de la ville. Après, il y a des encouragements à la population à suivre. Il y a des programmes qui existent partout. À Nyon, ça s'appelle Écologement et qui permet de venir chez vous pour regarder vos installations électriques, vos types d'éclairage et proposer toute une série de simplifications. Nous avons pris des contacts avec la Société des commerçants, de la SIC, pour les encourager à participer à la Nuit est belle, c'est-à-dire à l'extinction générale des lumières de la nuit et de prolonger ce mouvement pour la suite en éteignant les enseignes, en éteignant les vitrines, en éteignant les locaux toute la nuit selon un horaire qui est encore à convenir. Donc toute une série d'actions concrètes que l'on met en place pour nous et que l'on met en place aussi pour encourager les entreprises et la population à suivre dans ce grand mouvement d'économie. Notre objectif, je l'ai dit, c'est d'économiser 15% d'électricité dans nos bâtiments et que la population fasse le même effort. François Vuillet, 15%, vous aviez l'air dubitatif, ça vous semble optimiste? 15% sur des mesures incitatives, ça va être extrêmement difficile à atteindre. Extrêmement difficile à atteindre. La Confédération mise sur 5% d'économie sur la base des mesures purement incitatives avant de passer à des mesures plus contraignantes. Mais comment on fait justement? Est-ce que là, il n'est pas temps justement de passer à ces mesures contraignantes? Parce qu'on voit, il y a crise, Pierre-André Romanens. On a un luxe, on s'est habitué à un luxe. Hein. C'est comme ça, on est tous comme ça. On habite dans le double de mètres carrés, on consomme de l'énergie sans penser d'où elle vient, puis qu'est-ce qu'on en fait. Puis c'est pas très cher, tout va bien. Puis là, tout d'un coup, boum, il y a des réactions très fortes parce qu'on nous met devant le mur, on nous dit non, mais c'est pas comme ça. Parce qu'il y a des problèmes géopolitiques, et puis vous n'avez plus cette énergie, et puis ça coûte cher, et puis il y a ceci, puis ça. Et ça nous réveille, ça commence à nous secouer sérieusement. Alors pour changer les mentalités, alors, les enseignes, je pense qu'on va y arriver. Et après, changer l'attitude, ce luxe que nous avons tous les jours et tous, ça va être dur. Hein. Je vous garantis que ce n'est pas facile. Je crois qu'il faut être honnête. Si c'est 5%, c'est merveilleux, parce qu'on va tous avoir envie de se doucher avec de l'eau chaude. Et puis, on ne va pas dire, on va chronométrer 20 secondes l'eau, et puis pas une minute. Donc, toutes ces mesures-là, ça va être compliqué. Mais ça veut dire quoi? Que vous êtes d'accord d'appliquer des mesures coercitives, régulatives, punitives? Alors, non, bien sûr que non. Mais on va tout essayer pour arriver à justement, pas avoir du punitif. Quoi. Mais on vient de dire que ça ne suffit pas. Mais alors, c'est un gros souci. Maintenant, peut-être qu'on va passer un hiver calme, qui ne sera pas très froid, et puis que tout ira bien. Parce que vous n'avez pas la boule de cristal pour dire la météo du mois de décembre et janvier. Et pourtant, l'hiver prochain, si cet hiver ça va bien, c'est que la température est adoucie, que la fonte des glaciers continue, qu'on a moins d'eau et rebelote pour l'année prochaine. On est réveillé, là. Je crois que le réveil, il est fait. Il me semble que la population suisse est réveillée, là. Le naturel revient au galop. Très vite. On a vu avec la pandémie et puis les voyages en avion et tout. On continue à aller voir les stades de foot au Qatar et tout va bien et on nous demande de baisser le chauffage. On a un problème, là, quand même. Pierre Vallenne, quelle est la solution? J'entends, la nuit est belle, mais encore, est-ce qu'il n'y a pas la urgence de faire quelque chose de plus concret? C'est très concret parce que si vous vous promenez dans une ville, je crois que Zurich vient de prendre cette décision dans laquelle on a éteint la lumière des rues, c'est des mesures très concrètes et qui sont des économies réelles, pas très compliquées à faire et qui permettent en plus de réaliser des économies d'argent. Donc tout ce que l'on peut économiser aujourd'hui, d'abord c'est bon pour le porte-monnaie parce qu'on dépense moins, c'est bon pour les entreprises parce que ça repousse plus loin un risque éventuel de pénurie. Et puis c'est bon pour le climat parce que ça évitera de faire marcher des centrales à charbon ou à gaz pour produire l'électricité. Donc toutes ces mesures d'économie, et chaque entreprise, c'était rappelé tout à l'heure, devrait s'interroger aujourd'hui sur ce qu'elle peut mettre en œuvre sans baisser la production, mais en diminuant les consommations électriques. Et l'on sait, ça a été rappelé, que dans certains domaines, il y a encore de grandes marges possibles d'économie. Dieter Giesiger, justement, quelles sont les solutions que vous appliquez au quotidien au sein de la UCIC, justement au sein même de votre entreprise? Mais effectivement, on est dans l'analyse de regarder, finalement, on vise aussi pas seulement de diminuer 5%, hein, ce qui est environ le niveau facultatif qu'on peut obtenir en incitant les employés de faire attention ou d'éteindre leur ordinateur quand ils quittent le bureau. Mais si on veut aller vraiment plus loin, d'atteindre les 15%,
ça a des impacts sur les infrastructures. Il faut diminuer la ventilation, il faut un rafraîchissement de l'air. Tous ces éléments, il faut diminuer. Évidemment, côté chaleur, c'est diminuer la température. Après, sur certains éléments, moi je pense, il y en a Migros qui l'a déjà annoncé, mais peut-être aussi arrêter de travailler une demi-journée ou des choses comme ça pour vraiment arriver à diminuer. Moi, je pense l'impact de la pénurie. C'est un réel changement de mentalité, hein, c'est qu'aujourd'hui, on ne mise plus le curseur sur l'économie, le marché. On a conscience que finalement, l'environnement est plus important. Si vous dites que Migros est prêt à arrêter peut-être 1 heure, 2 heures de travail. Eux, ils disent, le cas échéant, s'ils devraient vraiment diminuer de, par exemple, 20% la consommation, ils veulent fermer une filiale sur 5. Voilà, ça, c'est des mesures de diminuer d'une façon drastique. Qui a un impact. Moi, j'ai aussi des entrepreneurs que je pose la question, mais cette activité, vous avez vraiment besoin les 3 premiers mois de l'année. Est-ce que, finalement, vous ne pouvez pas arrêter cette branche d'activité pendant 3 mois et de l'effectuer pendant les 9 autres? Pierre-André Romanen, vous qui êtes entrepreneur, qu'est-ce qu'on coupe? Où est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on arrête? Non, justement, ça dépend quel secteur de l'industrie, de l'économie en général, quel secteur, on parle de quoi et avec qui. C'est tellement complexe. De nouveau, là, on ne peut pas organiser les choses en quelques mois comme ça, dire on va couper 2 mois, puis ainsi. Je pense que c'est une mission impossible. Moi, je voudrais dire une chose. Je défends très, très fortement. Mais si on est forcé à ça, si pénurie, si blackout il y a, forcément, il faut couper. On coupe où? Alors, après, ça sera des choix cornéliens, mais c'est clair que la Confédération va s'en mêler, je pense que les cantons aussi, puis on coupera. C'est déjà prévu. Mais je pense qu'il y a un plan déjà. Ça veut dire quoi, qu'il y a une liste? On sait exactement. Alors, pour l'instant, il y a une liste générique de ceux qui seront coupés, contingentés. Les TV régionales, par exemple. Mais on ne sait pas la liste des exceptions qu'il pourrait y avoir. Ça, c'est encore un flou artistique. Ouais, Pierre Valenne, justement, est-ce que vous avez reçu des consignes, cette liste de la part du canton? Vous savez justement à quoi doit se préparer Nyon? Alors, les consignes, elles ne viennent pas du canton, elles viennent de la Confédération, et c'est le plan austral, et qui effectivement nous demande de nous préparer aux 4 paliers qui ont été rappelés, d'abord d'encouragement, ensuite d'interdiction, et puis de contingentement, et puis de délestage. Et qu'à chacune de ces étapes, on doit avoir mis en œuvre une cellule de crise qui sera capable d'assurer de la bonne exécution de ces différents paliers. Enfin. Et qui pose effectivement toute une série de problèmes. Ouais. Enfin, même si je n'ai pas la boule de cristal, imaginons que maintenant on coupe tout. Est-ce que ça ne serait pas finalement la solution idéale? Je ne sais pas, mais celle qui ferait prendre conscience à tout le monde que c'est maintenant ou jamais. Dernier tour de table, François Vuy. Bon, je pense qu'avec la hausse des prix actuels, tout le monde a pris conscience que l'énergie avait une certaine valeur, que l'énergie était finie et qu'elle était précieuse et qu'on devait la conserver. Dieter Giesiger, est-ce que vous êtes aussi rassuré que ça? Moi, je pense effectivement il faut des économies et il faut les faire, mais entre guillemets, de couper pour encore une fois avertir les clients, je n'y crois pas du tout. Les énergéticiens, on va essayer de l'organiser le mieux qu'on peut et vraiment d'éviter le dernier palier du délestage, mais ce n'est pas exclure que le contingentement qui à venir. Ça, je n'exclus pas. Pierre Valenne, on l'a compris, une série de mesures qui sont finalement faciles à mettre en place ou quand même compliquées? Il y en a qui sont plus ou moins douloureuses, parce que ça interroge nos modes de vie, ça interroge toutes nos activités, qui sont, enfin, une grande partie, qui sont dispendieuses d'énergie et qu'il va falloir peut-être remettre en question. Est-ce qu'on veut patiner au mois de septembre à Nyon, alors qu'il fait encore 25 degrés, par exemple? Donc, c'est des questions qui vont passer par de remise en question pour certaines de ces mesures, de notre manière un peu de vivre. Mais sans en diminuer la qualité, parce que je pense qu'on peut très bien vivre sans dépenser beaucoup d'énergie. Et pourtant, Pierre-André Romanen, vous proposez aussi peut-être des solutions comme d'autres, et toutes ne passent pas la rampe. Qu'est-ce qui fait que ce soit si compliqué? Non, je pense qu'on y arrive maintenant parce qu'on est devant ce mur. On n'a pas le choix. Moi, je préconise surtout d'aider des solutions très locales, micro-solutions. Et je pense qu'il y a du potentiel. J'en ai fait la preuve moi-même, donc c'est possible, avec des communautés de consommateurs au niveau de regroupement de quartiers, ou de quartiers d'habitation en particulier, où on peut avoir des panneaux sur une maison, répartir l'énergie entre nous, avoir des batteries au sodium pour stocker. Tout ça, c'est facile. Et là, on va avoir des économies réelles. Parce que c'est clair qu'on dit une maison, ça ne sert à rien. Mais si on multiplie, parce qu'en Suisse, on a un tissu d'habitation qui est assez dispersé comme ça, et si on multiplie ceci à beaucoup d'endroits, on va vraiment baisser la consommation parce qu'on produira nous-mêmes, on stockera nous-mêmes. Moi, je pense que c'est une des solutions pour s'en sortir. C'est un des maillons faciles à mettre en place et ça, on a tout pour faire
pour le faire devant nous aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à ces questions qui sont très intéressantes. On imagine qu'on pourrait continuer la discussion encore longtemps à la maison. N'hésitez pas aussi peut-être à nous faire part de vos inquiétudes, de vos questions, à réagir sur nos réseaux sociaux. On se fera une joie de peut-être continuer ce débat une prochaine fois. Bonne suite de programme. À très bientôt.